On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du concours Gala Évolution. Ça va se tenir demain, samedi, à la polyvalente Marcel Landry, où il y aura des nouveaux talents qui vont s'exprimer, qui vont se faire valoir. C'est un concours, un peu comme à la Star Academy et compagnie, avec des juges et tout ça. Bref, on en discute dans quelques instants avec les organisateurs. Mais d'abord, parlons de Compo Richelieu, qui a changé de direction générale. Et c'est un retour pour Louise Fecteau, qui était là au jour 1 de l'arrivée de Compo Richelieu au milieu des années 90, et elle revient. Et elle a eu beaucoup également, elle a développé beaucoup son expertise dans ce domaine-là. Bref, entrevue avec Louise Fecteau. Changement de direction chez Compo au Richelieu. L'ancienne directrice générale, Isabelle Deschênes, a été appelée à relever de nouveaux défis dans une autre région du Québec. Et c'est donc un retour pour Louise Fecteau qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment l'opportunité s'est présentée? Un départ de Mme Deschênes, puis ouais. le milieu est petit, tout le monde se connaît, ça fait que j'ai entendu parler du départ d'Isabelle. Puis j'ai eu envie de revenir chez Compo Richelieu. Bon. Vous étiez chez Compo pendant combien de temps? Puis à quelle période à peu près pour situer les gens? Jour 1. Le jour 1, c'est vrai? Oui, oui. J'ai été la première et à l'époque unique employée de Compo Richelieu à la fin 95. Mon bureau était dans l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans ma voiture. Le bureau était dans la voiture, on n'avait pas d'établissement, là. C'est juste pour dire qu'on partait de zéro. Donc, j'ai contribué à la construction, littéralement, de Compo Richelieu. Pendant combien d'années? 95 à 2002. Quand même. Fait que c'était l'époque on déployait la collecte sélective porte à porte avec les petits bacs, là. Ça n'existait pas à ce moment-là, c'est il y a 22 ans. Puis, on construisait les premiers écocentres au Québec. Fait qu'il n'y avait pas de modèle. Aujourd'hui, c'est presque la norme, là, mais à l'époque, il fallait inventer le concept, là, comment on allait recevoir les citoyens, tout ça. Ça fait que... Et le modèle de Compo était aussi un modèle assez unique, là, de mémoire, parce que j'étais jeune journaliste à l'époque, mais c'était aussi la naissance d'une compagnie, une société mixte, public-privé, créée même par un projet de loi privé, si je me rappelle bien. Oui. Où, dans le fond, il y a la MRC qui est le partenaire, mais il y a le partenaire privé qui est Matrec. Oui. Bref, c'est assez unique, Compo, là. Oui, un partenariat privé, c'est le premier. Donc, il a fallu, en effet, aussi inventer le modèle de gouvernance. Mais depuis lors, il y en a d'autres dans le secteur des matières résiduelles. Il y a Gestera dans les Bois-Francs. Il y a des sociétés mixtes qui se sont constituées aussi pour construire des infrastructures de biométhanisation, de compostage et tout ça. Ça fait que la formule, elle est éprouvée. Donc, maintenant, il y a des projets qui se multiplient dans un contexte comme celui-là. Parce que c'est ça, de mémoire, je reviens encore à ça, quand j'ai commencé dans le métier il y a une trentaine d'années, bon, il y avait évidemment les contestations sur les projets de sites d'enfouissement. Après ça, évidemment, les gens voyaient des villes comme Victoriaville avoir du recyclage, puis ils disaient, bien, nous autres aussi, on faudrait bien en avoir un jour. Donc, il y avait toute cette conscientisation-là qui a mené donc la MRC, avec évidemment la participation de Matrec, à créer Compo, là. Oui. Puis, en fait, ça me donne l'occasion de rappeler l'idée de cette association-là qui, des fois, ne va pas de soi là, pour certains, mais on combine 3 éléments indissociables. C'est un marché, donc la MRC, son territoire, des 2 sources d'investissement, donc le privé puis le public, et une expertise fine dans un domaine bien spécifique où il y a des innovations qui se réalisent à travers le monde. Donc, ce maillage-là donne le meilleur des résultats. Fait qu'ici, en effet, on a mis en place plusieurs innovations. Puis là, on est rendu avec un projet, encore une fois, là, pour le compostage. Pour le compostage, c'est ça. Ce qui fait, dans le fond, de 1995 à 2002, de quelle façon avez-vous fait progresser Compo jusqu'à votre départ en 2002? Bien, il fallait mettre en place tous les services. Ce qui, comme je disais, là, on ne faisait que collecter des déchets. Et quand vous avez quitté en 2002, ça ressemblait à quoi? Bien, il y avait 3 écocentres, il y a un bâtiment administratif, il y avait un centre de tri de matières recyclables, des routes de collecte pour les électroménagers. On commençait à mettre en place les collectes de piles, des services aux entreprises. On avait un concours pour les entreprises. Ici, on recycle. On était avant Recycle Québec avec Ici, on recycle pour les commerces, là. Fait qu'on était très, très en avance. Puis, depuis... Là, maintenant, on gère de très forts achalandages. Il y a beaucoup, beaucoup de progression dans à peu près tous les secteurs. Il y a tellement de besoins, là. Puis, j'ai envie de dire, la population répond tellement bien qu'on se retrouve avec plus de 80 000
entrer dans les écocentres sur le territoire du Richelieu. Là. Quand on y pense, là, c'est hallucinant. Puis des fois, on ne se le dit pas assez, mais on a les meilleurs ratios de collecte de peinture, de piles, de produits dangereux au prorata de la population. C'est intégré à notre culture. T'sais, moi, le premier, je n'ai pas tant de gros déchets que ça, mais je peux y aller 4, 5, 6 fois par année pour des grosses boîtes de carton, pour des trucs de peinture, pour des matériaux. Il y a une décision qui a été prise ici, qui a toujours été maintenue, c'est l'accessibilité. Puis même dans les endroits où il y a des écocentres qui se sont construits au fil des années, il y a souvent une limite quant aux heures d'accessibilité aux journées. Ouais. Il y a des endroits où c'est un samedi sur 3, c'est fermé l'hiver. À un moment donné, c'est certain que ici, on a on n'est pas victime de notre succès, mais on a un très fort succès, mais c'est parce qu'il y a des décisions qui ont été prises pour que ça se réalise. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de 2002 à aujourd'hui avant de revenir chez Compo? Bien, la première des choses, c'est une maîtrise. J'ai fait une maîtrise en sciences d'environnement. Je voulais travailler surtout sur justement la construction des politiques en matière d'environnement, les évaluations environnementales et tout ça. Donc, qu'est-ce qui... un peu les fondements comment je dirais ça? On construit des projets, on imagine des propositions, des services et tout ça, mais comment... Souvent, on se bute au ministère à des lois, des règlements, des fonctionnaires, il y a beaucoup de dédales, ça fait que je voulais essayer de... C'est ça, j'ai fait donc ma maîtrise en... Je me suis spécialisée en évaluation environnementale stratégique. OK. Fait qu'après ça, mais ça m'a amené à travailler... j'ai fondé une petite société de services conseils en environnement. Fait que j'ai travaillé un peu partout. Je me suis greffée à des bureaux d'études. Ça fait que j'ai contribué à des études nationales. Puis on a administré des programmes aussi là, chez Gaïa Environnement, le programme... pour les aires publiques, admettons, le recyclage des aires publiques, on a conçu ce programme-là. Donc, toujours dans cette industrie, dans ce monde connexe de l'environnement et de la valorisation des déchets et tout ça. Donc, c'est vraiment votre... De l'environnement au sens large, c'est ça. J'ai fait comme un détour pour aller être un peu plus macro. Là. Donc, j'ai aussi présidé l'Association québécoise pour l'évaluation d'impact. Ça fait que ça m'a amené à travailler sur des projets d'une complexité assez grande. Ça fait que le retour ici, en fin de compte, c'est que là, maintenant, on a des nouveaux défis, sont super intéressants, sont stimulants. La collecte des matières organiques, on parle beaucoup de la plateforme de compostage, c'est une chose, c'est une infrastructure, mais c'est tout ce que ça implique de changement de comportement, puis pas seulement pour les citoyens, mais moi, je veux aussi m'adresser aux entreprises de la région. Parce qu'en fait, quand on dit on veut éventuellement mener à l'enfouissement que le déchet ultime, bien, c'est pas juste les citoyens à maison qui doivent s'y mettre, là. Mais en entreprise, c'est toute une job. Parce qu'il faut changer la manière d'organiser nos équipements, il faut former le personnel. Donc, là, il y a beaucoup de partenariats à faire avec la Chambre de commerce. Puis ça, c'est mon univers. Là. Je suis entrepreneur. Là. Justement, dans les 15 dernières années, je l'étais moi-même, entrepreneur. Et pourquoi ce désir de revenir chez Compo dans quelque chose que vous avez déjà fait au démarrage? Là, comme vous l'avez dit, vous vous êtes spécialisé, vous avez travaillé, développé l'expertise et tout ça. Et pourquoi, pour vous, c'est important de revenir chez Compo? Parce qu'il y a encore quelque chose à développer. Moi, je suis un développeur. J'aime mettre en œuvre des projets, d'une part. Puis d'autre part, ce projet-là spécifique de mise en œuvre de collecte, valorisation des matières organiques, c'est parce qu'il est parfaitement intégré. C'est qu'une fois qu'on a dit ça, à la fin, ça s'en va dans le milieu agricole. Fait que là, on est dans... Bien, aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Fait que nos produits, ils ne voyagent plus, là. On ne veut plus envoyer ça au bout du monde. On veut que les matières qu'on produit ici retournent sur les terres d'ici qui ont absolument besoin de matières organiques parce que la structure des sols s'appauvrit. Fait que c'est tellement... Comment je dirais ça? C'est parfait. C'est comme une espèce d'univers où les parties prenantes, là, sont multiples, mais sur une échelle qui me convient. Puis revenez dans la région, de toute façon, c'est parce qu'on se rapproche, là. Moi, j'habite Iberville. Fait que travailler à proximité, à l'ère des bouchons de circulation, tout ça, on améliore la qualité. C'est un argument, disons... C'en est un. On entend parler que de ça, là, un peu partout. Puis la qualité de vie, c'est ça. On est dans une belle région. J'ai déjà goûté à ça. J'adore la région, puis de faire œuvre utile, c'est comme de joindre l'utile à l'agréable, c'est parfait. Et vous reprenez un Compo qui ressemble à quoi aujourd'hui? Donc, un achalandage incroyable dans les écocentres. Évidemment, entre 2002 et 2018, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc, vous reprenez un Compo qui ressemble à quoi aujourd'hui? Qui est dynamique,
qui a une équipe solide. J'ai été épatée là, quand j'ai pris connaissance de... J'ai fait le tour, j'ai rencontré toutes les personnes qui sont là. Il y a une... Tu sais, dans une ère de défi de main-d'œuvre, ouais. c'est pas facile. Ça demande des qualités, ça demande comment je dirais ça? Il faut être multitâche, recevoir les gens qui, des fois... comment je dirais ça, ont hâte de se débarrasser de leurs débris, puis ils n'ont pas envie de commencer à trier quand ils arrivent à l'éco-centre. Puis là, il faut quand même les informer des procédures. Fait il faut avoir beaucoup de qualité, puis il y a une équipe extraordinaire. Ça fait que le compo d'aujourd'hui, c'est ça, c'est une équipe extraordinaire, puis, j'allais dire encore là, un potentiel intéressant. Donc, un potentiel de continuer à se développer pour atteindre les objectifs qu'on a rencontrés. Et le fameux bac brun, je sais que les citoyens sont impatients de l'avoir. Oui. Moi, des gens de mon entourage me disent « Coudonc, Éric, c'est quand le bac brun? » Puis là, on leur dit « Écoutez, là, il y a un projet pilote, il y a eu un projet à Saint-Grégoire, à l'île Sainte-Thérèse. » Oui, mais là, ça fait un an. C'est quand notre tour? Donc, on sent une impact. Donc, les gens veulent. Oui. Ils veulent composter, puis ils voient d'autres villes aussi qui l'ont, le bac brun, là. Donc, à quelle étape, nous, on est rendu là pour... c'est quoi l'échéancier qu'on s'est fixé par rapport à ça? On s'aligne sur 2020. L'échéancier de 2020, il est réaliste. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Puis je dirais que dans la plupart des projets, quand on dit qu'il y en a dans d'autres régions, le premier point, c'est le site. Autrement dit, où est-ce que ça s'installe? Puis on a ou pas des étapes qui s'additionnent. Ici, il y avait la question de la protection du territoire agricole et tout ça. Et chacune de ces étapes-là, mais c'est toujours, comme on dit, durée indéterminée, issue incertaine. Fait que d'une étape à l'autre, bien, on veut se préparer, mais on ne veut pas non plus dépenser des sommes importantes si on se fait refuser à une étape ou une autre. Donc là, on est il y a une demande de subvention pour un montant important, là, parce qu'il y a un programme qui existe au Québec pour toutes les infrastructures du type. Ouais. Fait qu'on ne peut pas s'en priver. Fait qu'on chemine là-dedans. Là. Fait qu'autrement dit, la demande de certificat d'autorisation... Mais d'ici 2020, on devrait avoir là, la collecte du bac brun à la maison. Là. Oui. Ce qu'on a voulu éviter, c'est parce qu'on voit des villes qui en font de la collecte de matières organiques, qui ont le bac brun, mais leurs matières s'en vont loin, là. À un moment donné, il y a des sites qui sont dans des régions... Là, ça coûte du transport, c'est ça? Là, on gagne... Bien, c'est ça. J'allais dire, on a, oui, répondu à la demande, mais au prix de longue distance en transport. D'exporter notre compost, là. À la fin, là, même dans les régions limitrophes de Montréal, on a toujours cette question-là de trouver le bon site à Longueuil, un peu partout. Ici, on l'a le site. Là, on est comme... comment je dirais ça, dans une démarche où il faut bien faire les choses, les installer à chaque étape de la bonne manière pour que ça se réalise dans les meilleures conditions. On va y arriver. Le principal, c'était vraiment la question d'avoir l'autorisation de pouvoir faire ce type d'activité-là sur le terrain. On a vu dans certaines villes, je prends l'exemple parce que depuis plusieurs années, l'hiver, on met la collecte des ordures aux 2 semaines. Et là, je pense que vos collègues de Rouville également ont maintenu ça 12 mois par année. Puis il y a d'autres villes qui, visiblement, tendent vers cette tendance-là de maintenir la collecte des ordures aux 2 semaines. Et l'impression que j'ai, vous me corrigerez, mais que la journée qu'on va mettre le bac brun chez nous, ça peut fort bien aussi qu'on mette ça aux 2 semaines. Donc, vous allez sauver d'un côté en collecte d'ordures versus ce que ça va coûter aussi pour le compost. Oui, c'est sûr que les distances à parcourir ne seront pas les mêmes. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre dans un centre de transbordement sur la rive sud de Montréal, puis de là, ça part vers des sites d'enfouissement qui sont loin, là. On en a longtemps parlé à un moment donné en région, mais les sites d'enfouissement, ils sont encore loin. Ici, on va se retrouver à quelques kilomètres du centre de masse, là, qui est au milieu de Saint-Jean-sur-Richelieu. La question de la collecte aux 2 semaines, ça en effraie quelques-uns qui disent « Mon Dieu, en été, les odeurs, ça va être épouvantable », mais en fait, non, parce que les odeurs, c'est justement les matières organiques qui vont être collectées à une bonne fréquence. Fait qu'en réalité, non, il n'y aura pas de danger autour de cette question-là. Louise Fecteau, merci beaucoup. C'est mon plaisir. Félicitations encore une fois. Merci. Fort intéressant, fort éducatif également, pédagogique comme propos, donc au plaisir de se reparler. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du concours Gala Évolution qui va se tenir demain, samedi, le 6 octobre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de yoga. Je vais essayer de rester comme ça. Ah, vas-y. Avec André-Claude Beaulac d'Origine Yoga et on parle des huskies avec... Marc Rémillard. Yeah. Manquez pas ça.
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Samedi 6 octobre, dès 19h, à la polyvalente Marcel Landry, c'est la tenue du concours Gala Évolution. Deux invités pour en parler. D'abord, Jeffrey Jacques, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Mélanie Jacques, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Jeffrey, explique-nous un peu le concept. On s'en était déjà parlé dans le passé. L'idée, de ce que je comprends, c'est de faire découvrir des nouveaux talents. Oui, de la région. Bon, explique-nous un peu comment ça a parti. Dans le fond, je voulais partir un événement. Là. On voulait faire, moi puis ma meilleure amie, là, organiser vraiment un spectacle de chant. Puis finalement, c'est là qu'on a eu l'idée là, vraiment de faire comme un concours qu'on va répéter à chaque année. Là. Bon, et là, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, dans le fond, qui nous amène à la présentation du gala? C'était beaucoup de préparatifs. Là. Surtout, on voulait vraiment avoir comme ce concours-là. On voulait absolument avoir la Marcel Landry comme salle. On voulait 4 juges. Ça a été des gros préparatifs, ça, c'est sûr et certain. Là. Mais il y a beaucoup là, de discussions avant que vraiment que le projet peut prendre le jour. Là. Ça a quand même été long. On parlait d'un an environ de préparatifs avant l'événement. Bon. Qu'est-ce que ça demande comme organisation, Mélanie? Bien, en fait, c'est beaucoup parce qu'il faut mettre sur pied, il faut trouver le planning, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, ce qu'on veut pas. Il a fallu que Jeffrey fasse des auditions. Il a fallu ensuite revoir les auditions. Il a fallu monter si on veut, des contrats là, pour les participants. Il a fallu aller chercher des commandites. Donc, ça a été de tout monter, tout ça, là, puis d'avoir les commanditaires, c'est pas facile à trouver non plus, là, fait que... Bien, ils sont beaucoup sollicités, il y a beaucoup d'événements, Ouais. donc il faut faire sa place. Puis Exactement. Ça, donc c'est beaucoup de travail. Oui, effectivement. Bon. Parlez-nous un peu des juges. Donc, vous avez quoi? Marc-André Valade. Oui. Vous avez Phénix Rosy. Oui, qui a Ça? fait la voix. Sébastien Roel. Oui, Sébastien Rouel. Et également Maxime Marquette. Oui. Bon, qui sont-ils? Sébastien Rouel, c'est quelqu'un qui a fait la voix. En même temps que Rosie. Ouais. Il y a Marc-André Valade, en fait, il avait fait Star Academy. Ouais. Puis le dernier, dans le fond, c'est vraiment comme c'est un poète dans l'âme. Là. Il fait beaucoup de poèmes et tout. Puis lui, il nous a aidé beaucoup côté publicité aussi. Là. Puis il chantera pas durant l'événement, mais il va être là en tant que juge côté là, vestiment, habillement, là, côté des artistes et tout. Là. Qu'est-ce que vous attendez des juges? Qu'est-ce que vous souhaitez de la part de ces juges-là? Vas-y. En fait, c'est simple. On veut qu'eux sélectionnent 2 choix. Donc, les 2 grands coups de cœur du concours Gala Évolution, que ces 2-là, en plus, qu'il va avoir 2 choix du public. Donc, c'est 4 participants qui vont avoir la chance, dans le fond, de faire le grand Gala Évolution qui va avoir lieu l'année prochaine. Donc, c'est donner la chance à ces 4 participants-là vraiment avoir comme leur propre événement pour eux, là, vraiment en 4. Là, ils vont être capables d'avoir beaucoup de chansons. Mais c'est ça, on attend vraiment surtout que les juges sélectionnent vraiment ce qui est le meilleur entre les participants, là, côté performance et tout. Là, dans le fond, de quelle façon vous vous y êtes pris pour recruter les candidats? Bien, Jeff, il a fait, dans le fond, ils ont monté de la publicité là, par rapport au web, du bouche à oreille, la visibilité, excusez, dans les journaux. Puis avec ça, bien là, il y a des jeunes qui sont rentrés en contact avec Jeffrey. On a donné des rendez-vous d'audition. Les gens se sont présentés, ils ont fait une performance qu'on a enregistrée, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis à partir de là, bien, eux, ils ont débattu sur ceux qui ont sélectionné là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidatures? Je m'en attendais à plus, mais on en a quand même eu une 50aine. Quand même, ça s'est bien déroulé. Il y en a, dans le fond, 12 qui ont été sélectionnés vraiment là, pour cette année. Au début, on en voulait 15. Finalement, là, on trouve que 12, c'est parfait. C'est quand même pas pire, 50 candidatures. Oui, quand même. C'est Du beaucoup monde, de... là. Faut ça a été prendre le temps, bac à il faut les écouter. Oui. Après, c'est réécouter tout le monde, puis sélectionner vraiment qui comprend et tout. Là. C'était quoi les facteurs déterminants pour choisir ou pas choisir quelqu'un? C'était pas nécessairement être obligé d'avoir déjà fait des concours ou de la chanson. Là. C'est déjà d'avoir une base, que quelqu'un chante soit bien sur sa douche. C'était vraiment que ça touchait tout le monde, peu importe les âges. Mais le critère était vraiment, là, surtout, là, on focusait sur la présentation pendant la performance de l'audition. Là. On veut quelqu'un qui bouge,
quelqu'un qui nous fait Ok. ressentir des choses. Là. C'est tous des gens qui nous ont fait ressentir des Est-ce qu'il y a eu émotions. des choix déchirants? Est-ce qu'il y a eu... je sais pas, Mélanie? Ben ça a été... moi, j'ai pas vu tous les auditions, là, parce qu'avec le travail, j'ai été prise, mais de ce que j'ai entendu puis vu, c'est sûr que ça a été difficile parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. On n'a pas le choix, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, là. Bon. Qui sont d'ailleurs les candidats? Ils ont quel âge à peu près? Dans le fond, c'est tout... on a une personne qui est la plus jeune, là. On parle de Cassandra. Ouais. Sinon, le Mario Gagnon, Denis Lavigne. Le plus jeune étant quoi, dans le fond? Elle a quoi? Elle va avoir 17 ans. 17. Ouais, Ça, c'est la plus jeune, ça? Oui, c'est la plus jeune. OK. Puis après, ça va 23, 24 là, dans mon âge. Donc, il y a Maxime Lapointe aussi, qui est pas trop... qui est quand même... qui est de mon âge, là. Jérémy Latreille, qui est connu beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais sinon, les plus vieux, vraiment, là, les plus âgés, ce serait comme Denis Lavigne avec Mario Gagnon. Là. C'est vraiment... Ouais. C'est une belle équipe. Et là, samedi soir, il va se passer quoi, dans le fond? Une fois les gens vont avoir rentré dans la salle, puis là, les En fait, candidats à la vont, base, il y a aussi, on faisait ça pour une cause en particulier, pour l'Association Ouais. québécoise de la prévention du suicide. C'est une cause, je pense, que nous touche personnellement, puisqu'on a perdu un être, malheureusement, d'un suicide. Fait qu'on voulait aller chercher les gens, puis peut-être, on voulait que les gens puissent se faire entendre en donnant, peut-être en apportant un peu de réconfort dans le chant. Fait que je pense que ça aussi qui a joué en ligne de compte. Durant le spectacle, ce qu'on s'attend, c'est que les gens puissent avoir un petit côté sentiment, puis peut-être portent plus attention là, à cette cause-là. Là. Bon. Là, dans le fond, chaque candidat va chanter quoi? Une chanson? C'est 2 chansons. 2 chansons, OK. Dans le fond, des premières parties, deuxième partie. Première partie consiste à donner la meilleure performance pour qu'il y ait 2 choix du public, dans le fond, qui sauvent 2 participants. Puis après, on va y aller avec la deuxième chanson, qui est pour le choix des juges. OK. Durant la soirée, il va y avoir beaucoup de prix de présence. Là. On a quand même beaucoup de commanditaires de Saint-Jean qui ont décidé de nous appuyer. Là. Entre autres, la Shop de Fou. On a aussi le salon Victory. Victory, exactement. Boston Pizza aussi. Là, beaucoup de gens, là, même mon employeur, moi-même, Paysagement communautaire, a décidé justement de tenir la cause, surtout parce qu'il voyait que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup dû à la situation. Il y a Zumba Dance. Zumba Dance, il y a plusieurs choses qui vont être offertes, même un déneigement par l'entreprise Platine Déneigement de Saint-Jean. Donc, tout le monde a décidé de mettre la main à la pâte pour aider justement la cause, parce qu'à la base, on est aussi là pour la cause. Bon, parce que l'auditorium de la polyvalente Landry, c'est quoi? 300 quelques Oui, places, là? environ. À peu près 300 places. Là, c'est quoi? 15 du billet, mais vous donnez un 5 à la Fondation du C'est suicide, ça, c'est oui. ça? Puis aussi, il va y avoir des moitiés-moitiés, toute la recette de ce qui est au moitié-moitié, de ce qui va être vendu durant la soirée, liqueur, eau. Tous ces fonds-là vont aller vraiment être reversés pour la prévention du suicide. Ça va être un surplus aussi qu'on va donner à l'association. Donc là, au final, chaque candidat fait 2 chansons. À la fin, les juges en retiennent 2, Oui, mais le public également en retient Oui. 2. oui, Bon. c'est ça. Et là, après ça va être quoi la suite des choses, là, une fois le gala, le concours de samedi Ça va terminé? être d'organiser le gala. Ça va être de planifier tout ça parce qu'on va donner la chance à ces 4 finalistes-là là, d'avoir ça, là, d'avoir leur propre événement. Il y a aussi, tu sais, ce qui va être vraiment génial, c'est que les juges même vont quand même aussi performer durant la deuxième partie pour justement attirer du public aussi, là, qui vont pouvoir les voir sur scène. Là. Et tu comptes faire le gala à quel moment? C'est sûr que ça va être en été 2019. Ça, À c'est l'été? sûr. La date n'est pas encore confirmée. Dans le fond, après, on attendait de finir le gala, le concours, après tomber sur le gala. Mais c'est ça, on veut faire ça vraiment en été 2019, là, en pleine chaleur. Bon. Et pour ce qui est des candidats, est-ce que dans certains cas, pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont chanter devant public? Oui, il y en a comme Betty Villapichette. C'est justement, elle n'a jamais monté sur scène, jamais. Puis ça, c'est quelqu'un qui une nous première, a apporté avec des grosses émotions. Là. Mais tu sais, des fois, on regarde ça, même on regarde là, les Star Academy ou La Voix. Puis, tu sais, il y a toujours une vidéo d'introduction. Tu sais. Puis il y a toujours une première fois. Il y a toujours quelqu'un, à quelque part, qui, pour une première fois dans sa vie, a chanté devant les autres. Et ça, dans le fond, c'est des tribunes comme celle du gala
évolution qui, dans le fond, permettent à ces gens-là de... C'est ça. Nous, on veut être capable, justement, avec ce concours-là, puis avec le gala, de donner une évolution à ces artistes-là pour être capable de percer, là, aussi, d'avoir en plus leur propre événement là, pour eux. Bien, à vous deux, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances pour, évidemment, samedi le 6 octobre, dès 19h, donc à la polyvalente Marcel Landry à Iberville. Donc, 15 le coût d'entrée. Les gens peuvent acheter des billets à la porte. À la porte. Ouais. Sinon, vous pouvez communiquer avec moi ou Geneviève Leblanc par Facebook, la page Facebook Facebook. ou par téléphone. Bon, puis après ça, il y aura bien sûr le gala quelque part à l'été prochain. Bien, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Mercredi, le 17 octobre, au Centre communautaire de Saint-Eugène, collecte de sang, donc un don de sang, un don de vie, organisé bien sûr par Emma Québec. Donc, allez faire votre tour. Chaque semaine, on vous présente ici même l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est bien sûr un résumé des travaux de ce qu'on retrouve à l'Hôtel de Ville. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Également, ne pas manquer le dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout. Entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.